présente, Thierry Raubellina, je suis chef de service adjoint à l'appui technique et au conseil de gestion à la province Sud. Et donc, voilà, donc dans ce cadre-là, en fait, j'ai participé au travail sur les baux ruraux de Nouvelle-Calédonie qui ont été votés et mis en place par une loi de pays. Et donc, l'idée de cette présentation, c'est que je vais vous la présenter en tant que, on va dire, technicien agricole. Je vous dirai en fait les modalités de mise en œuvre de ce texte, et pour que vous compreniez en fait les difficultés et ce qu'on a recherché nous en tant que province Sud pour pouvoir en fait accélérer et mettre en place un certain nombre de choses sur la mise en valeur du foncier agricole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc cette fenêtre sur l'agriculture, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, vous avez 3 types de foncier en Nouvelle-Calédonie: le foncier de droit privé, le foncier des collectivités et le foncier coutumier, pardon. Donc, en 2014, en fait, a eu lieu l'organisation de NC 2025 par rapport à une projection et par rapport à des études sur toute l'activité de la Nouvelle-Calédonie. Le foncier en faisait partie, et un certain nombre de choses ont été vues. Et ce travail de NC 2025 a été complété en 2014 par des assises de la province sur l'agriculture et le monde de la brousse. Dans les points évoqués, dans les points étudiés, il y avait en fait donc le foncier et les freins qui peinaient pour pouvoir en fait accélérer le développement économique de la province Sud, notamment sur terres agricoles. Le constat qui a été fait, c'est que nous avons une population d'agriculteurs qui est vieillissante. Au jour d'aujourd'hui, les chefs d'entreprise agricoles, les exploitants, ont un âge moyen de 53 ans, et pour certains secteurs et pour certaines filières, l'âge moyen est de presque 60 ans, et notamment en élevage bovin. Ensuite, nous avons des candidats à l'installation. Ça veut dire que nous avons un lycée agricole qui forme des jeunes à Bac+2 sur de l'agriculture. Et au jour d'aujourd'hui, il est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas issu d'une famille de propriétaires agricoles de trouver du foncier. Troisième chose, je dirais que c'est la part du foncier qui peut être disponible pour pouvoir être exploité au niveau agricole. Ensuite, le manque de lisibilité des outils juridiques pour l'allocation de terres agricoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'agriculture, un certain nombre de textes avaient été étendus du Code rural métropolitain, et notamment en 1999, il y a eu les sociétés agricoles, les sociétés coopératives agricoles. Il y a eu un certain texte sur les sociétés civiles, notamment sur ce qu'on appelle les GFA, les groupements de foncier agricoles, les GAEC, les EARL. Mais disons que tout le code rural n'a pas été transmis, notamment cette histoire de bail rural. Depuis 2013, en fait, le code civil a été mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie par rapport à son autonomie, le code du commerce aussi. Et donc, il a été possible pour nous, en fait, de pouvoir proposer un texte qui mettait en place ces baux ruraux. Et donc, ça a été un travail participatif entre les services techniques des provinces de développement, les chambres consulaires comme la chambre d'agriculture, ou la chambre des notaires, pour pouvoir arriver à un texte qui satisfaisait toutes les parties concernant ce bail rural. Et donc, pour ce faire, on a créé un texte, on a fait un projet de texte avec plusieurs parties. Donc, c'est un dispositif réglementaire qui a été terminé en fin mars 2017 à peu près, avec la partie réglementaire et l'arrêté de fixation d'un certain nombre de choses. Et en fait, une mise en place qui a suivi tout de suite après. Donc le bail rural, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un dispositif réglementaire qui concerne les locations agricoles de 9 ans et plus. Ce sont des loyers qui sont encadrés par des minima et des maxima. Ça veut dire que, alors ça veut dire que c'est peut-être un tic du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui va légiférer sur beaucoup de choses, et notamment sur les marges, les coûts, et notamment sur les barèmes, mais ça va permettre de régler un certain nombre de problèmes. Ensuite, c'est un outil qui va encadrer et sécuriser les relations entre les propriétaires bailleurs et les locataires preneurs, d'accord, pour définir un certain nombre de règles et de droits. Et aussi, c'est un outil qui vaut droit à des mesures fiscales particulières, sachant que comme c'est du droit nouveau, ce qu'a voulu le législateur, c'était d'inciter
à contractualiser ce type de document pour essayer d'accélérer la mise en place. Et donc on verra qu'il y a un certain nombre d'outils, un certain nombre de mesures fiscales qui vont permettre ou qui vont essayer d'inciter en fait à la conclusion de ces baux ruraux. Principale règle, donc on est bien dans une idée où en fait on va essayer de sécuriser l'utilisation d'un foncier pour en faire quelque chose, et notamment pour l'exploiter au niveau agricole. Donc la règle, une des premières règles, c'est l'obligation d'exploitation avec le maintien de la valeur de l'outil. Ça veut dire qu'on met à disposition du foncier, il faut que le foncier à la sortie soit dans le même état et ait été exploité, ait été utilisé, ait été mis en valeur conformément au contrat qui a été signé entre les deux parties. Il faut l'idée de permanence, ça veut dire qu'un agriculteur qui investit avec son entreprise dans cette mise en valeur doit pouvoir avoir une assurance que le bien qu'il va utiliser sera sur une certaine durée. Pour les problèmes de crédit bancaire, on l'a vu tout à l'heure, pour des problèmes de rentabilité des outils qui ont été créés et des investissements qui ont eu lieu sur l'exploitation. Et troisième principe, c'est le principe de compensation. Ça veut dire que lorsqu'un preneur quitte le foncier qu'il a exploité, il doit pouvoir être indemnisé des améliorations qu'il a portées sur le foncier qui ne sont pas déplaçables ou qu'on pourrait qualifier d'immobilisés. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle en fait l'indemnité du preneur sortant. D'accord ? Et tout ça, il fallait l'écrire pour que toutes les parties soient protégées par rapport à ça. C'est-à-dire qu'un agriculteur, un exploitant qui s'installe sur un terrain en location, qui fait par exemple des barrières, des clôtures pour que son bétail évite de s'en aller, eh bien, ça a un coût. Ce coût, en fait, a, je dirais, en fait, un amortissement ou une durée d'utilisation sur 12-15 ans. L'idée, c'est qu'au bout de 9 ans, si le bail s'arrête, il faut qu'éventuellement il puisse être indemnisé de la valeur que ce qui reste à amortir ou de la valeur qui reste en fait à rentabiliser. Et donc pour pouvoir en fait asseoir ces droits, la loi de pays en fait fait appel en fait à un contrat type qui est dans les annexes, qui permet en fait de décrire toutes les règles qui vont permettre de faire fonctionner les relations entre les deux parties. Et donc nous avons en termes de contenu la désignation des parties, la désignation des lieux avec la commune, le lieu-dit, les références cadastrales par exemple, les spéculations qui sont envisagées, les superficies, la destination des lieux avec le type d'activité qui est envisagé, la durée du bail, donc le minimum c'est 9 ans, mais ça peut être un bail de 18 ans, ça peut être un bail de 25 ans, le montant du paiement, la façon de payer le loyer, l'état des lieux, les conditions générales par rapport à son usage, les améliorations possibles, les réparations, les assurances et les taxes qui sont liées à ce foncier utilisé. Ensuite, il y a la possibilité de définir des conditions particulières liées à l'utilisation de son foncier, des clauses de reprise. Ça veut dire que je suis propriétaire, j'ai 60 ans, j'ai un fils qui est encore à l'école. Si dans 9 ans, dans 12 ans, il veut retourner sur l'exploitation, il faut que je sois capable, moi en tant que propriétaire, père d'un enfant qui veut s'installer, de pouvoir récupérer le bien à l'issue en fait, de la première échéance. Et donc à ce moment-là, je peux mettre une clause de reprise au bout des 9 ans pour installer mon fils. Et puis les formalités d'enregistrement, je dirais classiques, c'est-à-dire un bail réglementaire doit être forcément enregistré. D'accord ? Ça veut dire qu'il peut être enregistré sous forme de sous-seing privé. Donc ça, grosso modo, enfin c'est pas grosso modo, ça coûte 7 000 francs pour pouvoir enregistrer ce bail, ou passer par un acte authentique façon notariée pour lui donner une force plus importante. D'accord ? Donc le contrat type est important au niveau de ce bail rural pour mettre des règles et définir les clauses de location. Ensuite, ont été définis ces maxima et ces minima. Le problème du foncier agricole, c'est qu'en fait, nous avons plusieurs valeurs qui sont antinomiques. Nous avons une valeur patrimoniale qui peut être très élevée. Aujourd'hui, un hectare de foncier agricole, en fonction de sa place, ça vaut entre 800 000 et 2 millions d'hectares. Et une autre valeur qui serait par exemple une valeur de rentabilité, où l'activité agricole n'est pas suffisante pour rentabiliser un outil qui a cette valeur. Et donc il a fallu, je dirais, équilibrer entre un preneur qui a un niveau de rentabilité relativement faible et un niveau de valeur patrimoniale ou de valeur vénale sur le marché qui peut être très élevé. Et donc, pour nos agriculteurs qui sont vieillissants, qui ne disposent pas de retraite, ont un choix à faire entre une rente, qui serait par exemple un loyer agricole,
et un capital qui serait la vente du terrain. Et donc, en fonction de la culture de l'agriculteur, la culture du monde broussard, entre une histoire, etc., un choix doit être fait. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu qu'on mette des loyers suffisamment bas pour qu'on ait un certain retour de rentabilité, et suffisamment haut, d'accord, pour que l'agriculteur ne se sente pas pris au piège et que, finalement, après son activité professionnelle, il se retrouve sans revenus, sans retraite en quelque sorte, liée à son capital. Donc un certain nombre de valeurs, je ne vais pas les détailler. Nous partons d'une valeur de terre nue qui pourrait correspondre en fait à une terre qui a été défrichée sans aménagement particulier à 1000 francs de l'hectare et par an, donc une valeur qui est quand même relativement faible, à des valeurs qui peuvent être beaucoup plus importantes lorsqu'il y a des installations qui ont été faites, et notamment des cultures pérennes, comme des plantations d'arbres fruitiers, des agrumes, etc., etc. Et là, ça peut monter jusqu'à 400 000 francs. Pour illustrer cet écart qu'il y a entre en fait une rente et puis le niveau de rentabilité, l'idée c'est que, prenons par exemple 200 hectares de terre d'élevage, à un prix moyen de 9 000 francs par hectare et par an, donc grosso modo c'est 1,8 million. Ce qui veut dire que ça va permettre au bailleur qui va mettre en location 1,8 million de revenus fonciers. Sur 200 hectares, en termes agricoles, en fait, on peut élever à peu près 70 vaches mères. D'accord? Et donc, ils vont donner des veaux, et ça va me permettre d'avoir un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est à peu près 7,2 millions. De ce chiffre d'affaires, je vais avoir des charges, des coûts de production par rapport à des engrais pour mettre sur mes pâturages, etc., etc. En termes de cash flow, ou ce qu'on pourrait dire en agriculture de revenus disponibles, pour pouvoir prélever et faire vivre l'agriculteur et pour pouvoir rembourser ses emprunts capital et pour pouvoir s'autofinancer ses nouveaux investissements, il va rester 3,8 millions. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, sur ces 200 hectares, 3,8 millions vont revenir aux preneurs exploitants agricoles, 3,8 millions, et 1,8 million vont revenir aux bailleurs propriétaires. Donc c'est l'équilibre qu'on a trouvé. Garder une certaine rentabilité de l'élevage bovin, tout en pouvant payer un foncier qui vaut potentiellement très cher. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fixé ce barème. Le dispositif fiscal pour accompagner ces baux ruraux. Donc en fait, on a visé les deux parties, le propriétaire et le bailleur et le locataire-preneur. Au niveau du propriétaire, il a une exonération des revenus locatifs à 100% pour 9 ans, et 100% pour 9 ans et 50% sur les 9 années suivantes. Ça veut dire qu'il ne met pas d'impôt sur les loyers qu'il perçoit de la mise en location de son foncier agricole. Il a exonération de la contribution foncière sur l'ensemble des terres mises en location. D'accord? Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, en agriculture, il y a une exonération des revenus fonciers des surfaces qui sont au-delà des 200 hectares. Non, en dessous des 200 hectares. Ça veut dire qu'on est exonéré, on est exonéré des revenus fonciers, des contributions foncières quand on a moins de 200 hectares exploités. On a aussi exonération des droits de mutation à titre gratuit des biens donnés à bail rural, d'accord, dans le cadre d'une donation par exemple ou d'une succession, sachant que cette partie-là a été étendue et que maintenant toutes les mutations agricoles sont exonérées de droits d'enregistrement. Au niveau du dispositif fiscal concernant le preneur, il a une exonération des revenus agricoles, 100% pendant 18 ans pour les personnes physiques de moins de 45 ans. Ça veut dire qu'ils ne payent pas d'impôts, IRPP, enfin la plupart du temps c'est l'IRPP, que ce soit entreprise individuelle ou société civile agricole, en fait sur les 18 premières années, pendant 18 ans, 100%. 100% pendant 9 ans et 50% l'année suivante pour les personnes qui ont plus de 45 ans, et les personnes morales. Et ensuite, nous avons donc des conditions de revenus agricoles supérieures à 10% des revenus, et globaux, etc., etc. Ensuite, nous avons une exonération de l'impôt sur l'indemnité du preneur sortant, c'est-à-dire sur ce qu'il va toucher comme récompense une fois qu'il aura quitté le terrain. Et ensuite, nous avons un enregistrement des baux ruraux, comme je l'ai dit, pour 7 000 francs, qui est le droit fixe. Et ensuite, exonération de la taxe hypothécaire et de la contribution de sécurité immobilière pour les baux supérieurs à 25 ans. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est un moyen, et c'est le moyen qu'on a utilisé, c'est inciter ces locations par des mesures fiscales assez, je dirais, intéressantes. Parce qu'être exonéré fiscalement pendant 18 ans de ces bénéfices agricoles, même si dans le droit fiscal, l'agriculture est quand même relativement privilégiée, je veux dire, c'est quand même très intéressant. Au niveau des baux ruraux,
et après, au niveau, enfin, les perspectives et les enjeux, après 1 an de mise en place du bail rural. Au jour d'aujourd'hui, d'après les chiffres que j'ai pu avoir par le gouvernement notamment, une 60aine de baux ruraux ont été enregistrés, connus, surtout des baux familiaux, avec une surface qui représente à peu près 6000 hectares. Ensuite, nous avons des perspectives. L'idée, c'est qu'il faut qu'on incite les gens à conclure des baux ruraux, donc en faisant des manifestations, des présentations, des informations. Nous avons la renégociation des baux en cours. Ça veut dire qu'un certain nombre de baux ont été conclus avant la mise en place de ces baux ruraux et il faut les revoir, notamment pour les domaines terre de Nouvelle-Calédonie, terre des provinces par exemple. Et nous avons aussi la mise en place d'un guichet unique pour pouvoir donner de l'information de manière centralisée. Donc aujourd'hui, c'est la chambre consulaire, chambre d'agriculture qui va être visée, qui va être chargée de cette opération. C'est de dire, ben voilà, vous avez un interlocuteur unique, c'est la chambre d'agriculture, et toutes les informations que vous pouvez avoir sur le droit concernant les baux ruraux se trouvent à la chambre d'agriculture, avec même éventuellement un répertoire de départ installation qui va permettre à des jeunes de trouver une exploitation et à des anciens de pouvoir mettre leur exploitation en location. Enfin, l'initiation de la loi sur les baux ruraux en terre coutumière. L'idée, c'est qu'on a été rapidement obligé d'exclure les terres coutumières du texte sur les baux ruraux. Pourquoi? Parce qu'en fait, un certain nombre de réglementations prévoient que les terres coutumières c'est la règle des 4I, incessibles, incommutables, etc., qui font qu'on ne peut pas mettre de lien à ce foncier de manière, je dirais, juridique et économique. Et donc, on a quand même travaillé dessus, et au jour d'aujourd'hui, la location sur terre coutumière, donc par des chiffres de la DRAF, c'est qu'on utilise un modèle qui a été fait par le juriste de l'Agence de développement et de l'aménagement foncier Nouvelle-Calédonie, et donc on utilise ce type de contrat. Aujourd'hui, nous avons 284 baux pour 16 452 hectares, dont 120 sont agricoles, avec des durées avec plus de 90% des durées qui sont supérieures à 9 ans. Et puis, en fait, dernier point, c'est quand même un texte a été écrit, et donc l'idée des textes qui relèvent des affaires coutumières sont mis en navette entre le Congrès et le Sénat coutumier. Au jour d'aujourd'hui, le Congrès a été saisi, il a mis en navette au Sénat coutumier qui est en cours d'étude. Sachant que le Sénat coutumier nous a répondu et est en cours d'étude sous forme commission, et eux, ce qu'ils envisagent, c'est de revoir tout le foncier agricole des terres coutumières avec la réforme foncière, je dirais le statut des GDPL, donc des groupements de développement local, pour que en fait tout soit commun. Et en plus sera rajouté les baux ruraux sur terre coutumière. Voilà, donc j'ai terminé sur les baux ruraux. L'idée, c'était de vous expliquer en quelques diapositives la façon de créer du droit ici en Nouvelle-Calédonie par rapport à son autonomie. Et donc, c'est de trouver des outils, des véhicules qui vont permettre en fait d'améliorer les affaires entre entreprises ou les affaires civiles au niveau agricole. Merci.